D'abord, j'aimerais bien voir s'il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce que les hommes peuvent se lever? Bravo. Bravo, parce qu'on va parler de féminin. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez certainement identifié votre part féminine aussi, ou l'enjeu de cette thématique, donc merci. J'ai une autre question à votre endroit. Est-ce qu'il y a ici des féministes? Si oui, on se lève. Ok. On peut se rasseoir. Est-ce qu'il y a ici des masculinistes? Bon, il y en a moins. Est-ce qu'on a ici des humanistes? Yes, vive les humanistes! Alors, sur cette prochaine table ronde, j'ai l'honneur de vous présenter une femme avec laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Alors, je dois vous avouer que dans mon cabinet de chat, j'ai presque tout le temps des coups de cœur. Mais c'était un vrai coup de cœur et j'ai beaucoup apprécié sa posture de justesse. Il est très dur, quand on est une femme avec des responsabilités, de rester juste, à savoir de ne pas singer le pouvoir, ni de trop théâtraliser sa féminité. Et il m'arrive régulièrement de trouver des femmes qui ont cette posture de justesse. Delphine Foucault, qui va animer cette table ronde, en fait partie. C'est un vrai défi pour elle que d'animer cette table ronde sur un sujet qui lui tient autant à cœur. Il y a eu un travail merveilleux d'équipe réalisé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et on peut donc applaudir Delphine Foucault. Merci Solène. Merci beaucoup Solène. Des mots fort sympathiques et qui impressionnent un peu plus quand je vous vois tous devant. Donc je vais essayer de relever le défi que Solène m'a lancé et je suis ravie de vous présenter tout de suite, sans plus tarder, les protagonistes de cette table ronde qui, je pense, se transformera rapidement en débat. Vous allez voir, ce sont des personnes, des hommes et des femmes animés par ce sujet, animés par l'organisation, par l'évolution des pratiques managériales, du management en général, et qui sont humanistes aussi, toutes et tous, et avec une expérience riche. Je vous demande d'accueillir, et je leur demande de me rejoindre sur scène, d'abord Pascale Derme, journaliste, auteure, réalisatrice. Son dernier ouvrage s'intitule « Sœurs en écologie ». Pascal, tu peux te mettre... Ouais. Voilà, exactement. Merci. Vincent Houba va nous rejoindre sur scène. Vincent est ingénieur, architecte de formation et fondateur du cabinet Les Architectures Invisibles. Bienvenue, Vincent. Charlotte Marchandise qui nous rejoint. Bonjour Charlotte, est une femme politique, maire adjointe de la ville de Rennes depuis 2014, déléguée à la santé et à l'environnement. Elle nous expliquera à sa façon ce qu'elle fait du pouvoir en politique. Sarah Ravella, Sarah nous rejoint, fondatrice du cabinet Libre État d'Esprit. Elle est économiste de formation et elle a siégé au COMEX de plusieurs grands groupes français, citons simplement Lafarge ou L'Oréal plus récemment. Valérie Place, que vous voyez sur cette photo, n'est pas avec nous. Elle est avocate de formation, DRH. Elle regrette de ne pas être avec nous aujourd'hui. Elle a dû simplement gérer une grève surprise dans son organisation et en tant que DRH, elle est partie sur le front. Voilà, donc on pense bien à elle. Et puis pour finir, last but not least, Duc Adeong, qui est cofondateur, cofondateur de la tribu Officience. Il nous en parlera. Il nous parlera également de son modèle des 5 flux des interactions humaines. Voilà. Bienvenue à tous. Associer, vous le disiez tout à l'heure, des valeurs féminines à l'exercice du pouvoir, c'est encore aujourd'hui un sujet de tension. Pourquoi et comment transformer l'exercice du pouvoir par le féminin? C'est ce dont on va parler.
Notre intention à tous, avec vous, pendant 40-45 minutes, c'est d'ouvrir les consciences justement sur les enjeux de la féminisation du pouvoir pour accompagner les transformations dont les organisations, les hommes, les femmes et le monde a besoin. Donc chacun et chacune de nos intervenants va vous apporter son éclairage, son expérience personnelle. Nous aurons le temps à la fin de cette intervention pour des questions, un grand temps, et, parce que l'échange est important. L'échange aura lieu d'ailleurs, et le débat, j'allais dire, aura lieu pendant cette table ronde. Et pour finir, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter l'ensemble des intervenants que j'en ai eu à préparer cette table ronde. Voilà, merci pour votre attention. Pascal, on va commencer par toi. Alors, je voulais vous voyez, mais en fait, comme on se tutoie, voilà. Pascal, donc tu es journaliste, auteur. Ton travail porte sur l'écologie et l'écologie sociale. J'aimerais que tu commences en nous éclairant sur la tension et l'origine surtout de la tension qui existe entre ces deux termes, féminin et pouvoir. Avec plaisir. Tu veux bien. Tous les micros sont ouverts? Là, oui, Oui. C'est bon. Oui, donc tu m'as demandé, donc on se tutoie bien, d'expliquer ou d'éclairer un petit peu cette tension, parce qu'il y en a une. Donc pour comprendre la tension entre féminin et pouvoir, il faut remonter en fait à la pensée des anciens Grecs, à la pensée à l'Antiquité, et on y trouve une équation qui est en fait responsable de l'invisibilité des femmes, de leur éloignement du pouvoir, qui est l'équation suivante, femme égale nature. En fait, la nature a longtemps été un piège pour les femmes. Et pour les anciens Grecs, donc, il y avait une séparation assez stricte, je vais brosser à grandes lignes, une séparation assez stricte entre le principe de vie, entre ce qui est, ce qui nous environne, donc la nature, et les arts, la technique, la culture avec un C majuscule. Cette séparation était doublée d'une hiérarchisation. Bien sûr, la culture était la valeur suprême et la nature, associée à la reproduction, à la passivité, au mystère, à l'obscur, était inférieure avec tous ses attributs. Et je vous laisse deviner de quel côté étaient classées les femmes. Et à cause de cette identification du féminin au mystère, à la passivité, à l'obscur, elles ont été tenues éloignées en fait à la fois des lieux d'instruction, des lieux de délibération, et donc de la cité, et donc du pouvoir. Et la métaphysique ensuite a nourri, a tissé ce dualisme nature-culture, et je voudrais dire que ce dualisme n'est pas un dualisme parmi les autres, parce qu'il y a aussi corps, esprit, intuition, raison, et tout un tas d'autres dualismes. Mais le dualisme nature-culture et le fait que les femmes soient rangées, si je puis dire, du côté de la nature, est en fait la clé première de compréhension, une des clés principales pour lesquelles les femmes ont été tenues éloignées de ce pouvoir et rendues invisibles aux yeux de l'histoire. Alors, à la lumière de ce que je viens de dire, je pense que pour que les femmes puissent se réapproprier leur puissance, bien sûr, il s'agit de déconstruire ces dualismes-là, de déconstruire, de se réapproprier l'intuition, de se réapproprier le mot féminin, même y compris dans les luttes féministes, si certaines d'entre vous en ont, de se réapproprier les joies du corps versus les joies de l'esprit, de se réapproprier, pourquoi pas, l'ombre versus la lumière de la culture. Et en fait, cette pensée que certaines écoféministes, je ne suis pas écoféministe, mais elles ont été parmi les premières à analyser cette histoire-là, elles disent que la pensée qu'elles qualifient d'extra-rationnelle ne se substitue pas à la pensée rationnelle. Cette pensée-là se surajoute. C'est-à-dire on peut être dans l'intuition et la raison, dans le corps et l'esprit, dans la nature et la culture, bien sûr. Et le féminin n'étant pas l'apanage des femmes. Et en fait, se réapproprier ces notions-là, ce pouvoir, je parle encore de pouvoir, cette puissance-là, c'est extrêmement libérateur pour tout le monde, pour les femmes comme pour les hommes. Et ça nous permet de sortir du piège de la nature, quitte ensuite à se réapproprier ce lien, cette expérience de la nature qui, après tout, a été aussi celle des femmes. Très bien. Vincent, tout cela devrait t'inspirer. Architecte de formation, donc tu analyses depuis de nombreuses années les architectures invisibles qui régissent les comportements humains dans les organisations.
Est-ce que tu proposes un mode d'emploi de l'être humain. Comment tu réagis à ce qui vient d'être dit et évoqué et détaillé par Pascal? Mais déjà, j'ai écouté Pascal avec beaucoup d'attention parce que c'est toujours intéressant de se remettre dans la source des choses et comme les mots en étymologie, etc., de voir un peu d'où viennent les choses. Et j'ai surtout été satisfait de sa conclusion qui dit que le féminin n'est pas l'apanage des femmes. Je m'en doutais. Parce qu'effectivement, autant je crois que le féminisme, les féministes ont été importantes, le militantisme a été important à une époque, dans d'autres domaines aussi d'ailleurs. Je crois qu'on est arrivé à une époque où il est temps de passer à autre chose et de tirer les fruits de ça, de ne pas rester sur des acquis et surtout sur des comportements et des postures. Et je rêverais en fait que les féministes qui restent encore sur Terre se mettent dans une posture féminine, c'est-à-dire se mettre dans le féminin, parce que dans le féminisme, il y a parfois la dérive de tomber dans du dur, du militantisme et dans du masculin, enfin étiqueté masculin. Alors, je ne suis pas là pour parler de féminisme ou pas, des mouvements, mais en tout cas, une petite anecdote. Moi, quand j'avais 28 ans, j'ai rencontré un jour une homéopathe chamane, mais j'y connaissais rien à ces mondes-là à l'époque. Et elle m'a dit, vous avez beaucoup de chance, monsieur, vous êtes à 2 doigts d'être androgyne. Si elle m'avait annoncé que je développais un cancer, je crois que je ne l'aurais pas pris plus mal. Et il m'a fallu des années pour rentrer un peu dans l'exploration de ce qu'elle a voulu dire. Et effectivement, l'androgynie est étiquetée peut-être péjorativement, alors que c'est simplement d'avoir intégré le masculin et le féminin. Pour revenir sur ta question du départ, j'ai pas développé un mode d'emploi de l'être humain, je n'ai pas cette surpuissance-là. J'ai simplement essayé dans mes explorations de mettre de la lumière sur le fonctionnement de l'être humain et sur le fonctionnement organique et de développer la connaissance minimale de soi qui est de savoir que nous avons toutes et tous un être au départ qui est venu s'incarner. Et dans cette incarnation, il a rencontré la matière, la densité et peut-être aussi la difficulté des rencontres humaines. Et il a dû développer ce que j'appelle un personnage de survie. Et nous sommes tous tiraillés entre un personnage de survie et un être qui cherche à s'épanouir, à grandir, à se développer. Alors, on a beaucoup parlé dans ces derniers temps, dans les mouvements de changemakers, etc., qu'il était temps de passer à l'action, et c'est vrai qu'il faut passer à l'action. L'action, c'est plutôt l'archétype masculin. C'est vrai, mais ne rentrons pas dans le « ou » de nouveau, rentrons dans le « et ». On a parlé beaucoup il y a certains qui parlaient des 10 œufs, il faut arrêter avec les 10 œufs, il faut passer aux faiseux. Eh bien, moi, je suis plutôt à dire qu'il faudrait peut-être laisser un peu de place au être. C'est d'abord être dans l'être, et dans l'être, je suis venu m'incarner, et dans l'incarnation, je rencontre le féminin, qui est l'intériorité, et le masculin, qui est l'action. Et c'est l'un et l'autre dans l'équilibre qui va faire que nous allons peut-être accéder à un monde un peu meilleur, en tout cas un peu plus en ordre avec les lois du vivant, et dans cet équilibre de être au départ pour pouvoir faire de manière inspirée. Tu dis aussi que avoir conscience de soi, la conscience de soi, c'est d'avoir l'énergie ou faire appel à l'énergie du féminin. Est-ce que tu peux développer? Alors l'énergie du féminin, elle est dans la vie. Le féminin, c'est un archétype. Sortons de l'étiquette féminin égale femme, masculin égale homme. Je crois qu'il est temps qu'on sorte de ce carrousel qui n'arrête pas de tourner. On attrape toujours la queue du Mickey, c'est toujours reparti dans le même sens. Il est temps, je crois, qu'on sorte de cette guerre incessante. Et nous avons le pouvoir d'en sortir en nous reconnectant effectivement chacune à nos archétypes intérieurs et à nos énergies intérieures. Et je crois que la principale guerre, elle est à l'intérieur de soi. Les hommes qui n'ont pas fait la paix avec leur féminin intérieur, qui n'ont pas exploré leur féminin intérieur et qui sont en guerre avec ça parce qu'il y a toute une éducation qui est derrière ça, les hommes qui sont en guerre avec leur féminin intérieur vont être en guerre avec la femme à l'extérieur.
Et c'est là que les guerres se mènent. Et si on veut pratiquer une action de paix, c'est déjà de réhabiliter masculin et féminin en soi. Très bien, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, merci. Charlotte, ta mission et ton action, justement, portent sur l'éducation et la santé publique. Tu es engagée en politique depuis 4 ans et tu t'es donné une mission, en fait, de changer le regard sur le pouvoir et notamment le pouvoir politique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors une mission, ça me paraît un peu excessif, parce que je n'essaye pas de convaincre, en tout cas une responsabilité. Et en 2014, on est venu me chercher pour être sur une liste municipale, sur plusieurs listes municipales à Rennes, notamment parce que je suis une femme, et il y a une loi sur la parité qui oblige à avoir un homme, une femme, et que dans les partis politiques, il y a plutôt plus d'hommes. Et donc il fallait bien trouver des femmes. Alors certes, j'étais impliquée dans le mouvement associatif, je faisais plein de choses, mais avant tout, on est venu me dire « Tu es une femme, rejoins-nous ». Et je ne sais pas parmi vous, alors est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont une bonne opinion du politique? Voilà, ben moi c'était pareil. Alors j'ai dit non. Non, le politique c'est pas bien. Ouh là là, le pouvoir, tout ça, c'est pas bien. Et puis, j'étais pas complètement à l'aise avec cette idée en me disant « Mais si on te donne la possibilité de, qu'est-ce que tu fais de ta responsabilité? Comment tu gères cette question, on te donne la possibilité d'aller chercher, d'avoir cette curiosité, d'aller regarder c'est quoi le politique, et puis de dire au fond, est-ce qu'on peut l'exercer autrement? Est-ce qu'on peut exercer ce pouvoir, non pas sur un pouvoir sûr, mais un pouvoir d'agir, un pouvoir de transmettre le pouvoir, et de réfléchir autrement, en transparence, et de voir en dehors des partis si une politique est possible. Alors ça a été de découvrir qu'en fait, il y avait plein de gens qui faisaient ça, qui sont beaucoup moins visibles que ceux qui ont du pouvoir sûr, et de se dire, tiens, il y a tout un monde à inventer autour de ce pouvoir politique qui est le pouvoir d'améliorer la vie des gens. Et au fond, si on fait de la politique, c'est qu'on se dit qu'à un moment donné, on peut s'engager pour faire en sorte qu'on ait des villes plus belles à vivre, plus égalitaires, y compris sur les représentations d'hommes-femmes, ce qui est quand même pas complètement gagné, puisque même si on fait des budgets genrés des villes, les hommes ont quand même les finances et l'urbanisme, et les femmes, la petite enfance, et voilà. Néanmoins, on avance. Et puis en 2016, il y a eu la primaire.org. La primaire.org, ça disait, on en a marre des partis, 99% des jeunes trouvent que les politiques sont corrompus, qu'est-ce qu'on fait, comment on se responsabilise pour que tout le monde puisse être candidat à la présidentielle. Je trouvais ça génial, c'était super, transparent, etc. Puis je vais voir la plateforme, il y avait 250 hommes, 8 femmes. Je dis, oh, ça les femmes, vraiment, hein, elles n'y vont pas. Et mon mari me regarde, je le regarde, et bon ok. Et j'y suis allée. Et le problème a été que j'ai été élue. Dans les premiers, il y a eu plusieurs processus. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ça? Je sais, j'ai pas un programme pour la France, je sais pas quoi faire. Et ça a été de retourner, de se dire comment on exercerait un pouvoir collectif. Comment, au lieu, ce que je fais déjà humblement au niveau local, comment on pourrait aller chercher les solutions qui existent et être une élue, une candidate porte-parole. Être là en tant que facilitatrice et d'exercer ce pouvoir autrement, de l'assumer avec toute la responsabilité que c'est, puisque en vrai, les gens, ils n'ont pas envie de se réunir toutes les semaines pour faire des mini-référendums. Ils disent, bah, c'est bon, tu es élu, tu te débrouilles avec ça, maintenant tu fais le boulot. Mais en revanche, d'avoir des vrais critères transparents pour mener ce mandat ou cette campagne en l'occurrence. Et ça a été un travail, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel de faire une équipe pour une campagne présidentielle en regardant ce que cette histoire de pouvoir nous faisait, en regardant, en disant, bah oui, bonjour, je suis candidate à la présidentielle. Et d'être très mal à l'aise moi-même avec cette question de leadership, avec cette question de pouvoir, et de dire, c'est un début, c'est une interstice, c'est une brèche, c'est une façon de dire, il faut qu'on se réapproprie, y compris en tant que femme, avec notre sentiment d'imposture, parce qu'il est là, parce que l'éducation, parce que le plafond de verre, et que c'est objectivement vrai. Et comment on peut être, et je me considère comme écoféministe, sans pour autant être contre les hommes ou contre qui que ce soit. Je me considère comme en dehors des partis. Je ne suis pas contre les partis, juste je ne m'y reconnais pas. Et comment on trouve une nouvelle façon, do it yourself, de faire de la politique pour se la réapproprier. Et c'était vraiment ça, toute l'idée de, au fond, le pouvoir, c'est de notre
responsabilité de se les réapproprier en tant que femme, en tant que citoyen, avec toutes les questions, parce que là, on est quand même majoritairement plutôt des gens blancs, hein, certainement plutôt de centre-ville. Enfin voilà, comment on va porter cette parole-là sur toutes les personnes qui sont dépossédées de la parole politique. Et au fond, pour moi, le féminisme, c'est un premier pas pour redonner une parole à tous ceux qui ne l'ont pas. Et c'est là où je suis vraiment d'accord sur est-ce que c'est ça la part féminine? Et je connais énormément d'hommes féministes, mais qui sont, et Solène l'a dit tout à l'heure, au fond humanistes. Comment on redonne cette parole? Et le pouvoir, ça permet ça. Parce que en 4 ans, en tant qu'élu, avec un pouvoir exécutif, un pouvoir d'agir, même en le faisant autrement, j'ai quand même pu faire avancer plus de choses qu'en 20 ans de monde associatif. Alors le pouvoir, ça sert à ça quand même, ça sert à agir. Merci. Sarah, je sens que tu as envie de réagir. Je sens que c'est très dur après tout ça de dire quelque chose de pertinent. Alors parle-nous de ton parcours et savoir comment justement ces expériences, explique-nous comment ces expériences font écho à ta propre expérience et celle que tu partages aussi avec les femmes aujourd'hui que tu accompagnes. Ben, en fait, je me retrouve énormément en ce que vient de dire Charlotte, parce que c'est un peu la même histoire. Le politique, peut-être c'est encore plus marqué, mais l'entreprise, elle n'en est pas très très loin. Donc la question du pouvoir, du féminin dans l'entreprise est aussi de cet ordre-là. Moi, je ne me l'étais jamais posé, en fait, la question. J'étais une fille, mais personne ne me l'avait fait vraiment remarquer jusqu'à ce que il a fallu devenir directeur, trop jeune, pas française, pas ingénieure, dans une entreprise. Et alors là, je me suis rendu compte que j'étais une fille. En fait, je pense que dans l'entreprise, la question du pouvoir, moi je l'ai bien vécu jusqu'à un certain moment, parce que je ne voyais pas, en tout cas par rapport à ce que disait Pascal, j'avais pas cette idée de pouvoir comme quelque chose de négatif. Je reviens aussi à la psychologie positive, peut-être. J'ai grandi aux États-Unis, tout était possible, possible tant que quelqu'un ne vous arrêtait pas de le faire. Donc le pouvoir, pour moi, c'était juste d'abord un verbe, c'était pouvoir, c'était le moyen plus court entre une idée et un résultat. Et puis, ce n'était pas quelque chose de connoté. C'est bien plus tard que j'ai réalisé que l'image d'un homme de pouvoir était une image plutôt positive et que d'une femme de pouvoir avait derrière un certain nombre d'images rémanentes qui n'étaient pas les plus joyeuses. Vous pensez à un homme du pouvoir, vous pensez facilement à notre président de la République, vous pensez à une femme de pouvoir, vous pensez plus facilement à Miranda du Diable s'habille en Prada. Donc c'est pas tout à fait la même image qu'on a. Et en entreprise, la question du pouvoir se pose parce que on peut l'avoir par rapport à l'évolution et aux organisations, donc cette notion d'accéder au pouvoir pour le pouvoir, où on peut se poser la question de dire, comme disait Charlotte, arriver à un certain niveau de décision dans une organisation pour pouvoir avoir de l'impact, pour que les actions qu'on mène au sein de l'entreprise et le rayonnement que l'entreprise peut avoir dans le monde, dans la société civile autour, puissent être conséquent, impactant, utile. Moi, j'ai vu souvent, en fait, le regard de l'autre par rapport à la question du pouvoir, c'est-à-dire que quand vous êtes une femme et vous arrivez dans une réunion, si vous êtes le chef et il n'y a que des hommes, ils vont serrer d'abord la main à la personne qui vous accompagne. Et puis après, quand la personne qui vous accompagne, parce que les entreprises restent assez hiérarchiques, est un peu gêné et dit « je vous présente la vice-présidente », alors là, il commence à vous regarder différemment. Moi, ça m'arrivait pire. Je suis descendue dans des avions où on m'a accompagnée à des spouse programs, donc au parcours pour la femme du président, parce que j'accompagnais mon président, et donc il pensait forcément que si j'étais là, j'étais une femme, et j'étais forcément son épouse. Donc se définir par rapport au pouvoir dans l'entreprise, bon, c'est pas encore gagné. Maintenant, moi, je suis une optimiste. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille avec des femmes aujourd'hui et on leur montre que
comme vous le disiez bien mieux que moi, qu'il y a une question de représentation, qu'il y a une question d'image, qu'il y a une question de chercher qu'est-ce qu'on met derrière les mots et changer les mots, bah, parfois on arrive à casser les stéréotypes. C'est-à-dire quand je travaille avec des femmes sur la notion d'ambition, elles ont du mal à se déclarer très ambitieuses, encore une fois, parce qu'elles ont des images. Quand je leur demande, est-ce que vous voulez avoir le pouvoir, elles me disent non. Mais quand je leur demande, est-ce que vous voulez avoir du pouvoir pour quelque chose, alors là, elles sont déjà plus à l'aise. Donc je pense que dans le monde corporate, tout ce qu'il y a à faire, c'est de redéfinir, réorganiser un petit peu l'alignement entre le verbal et ce qu'on met derrière. Et puis, il y a une autre chose qui est importante, pour ceux qui sont en entreprise, c'est aussi les symboles. Nous sommes dans des pays où, en termes de gouvernance, on a encore des présidents directeurs généraux. Donc on a une personne, beaucoup plus d'hommes d'ailleurs, si vous prenez l'SBF 120 que des femmes. Et donc évidemment, il y a cette idée qu'il y a une forme de unicité de la toute-puissance. Nous sommes dans un pays où les carrières sont en verticale. Vous progressez, vous accédez au pouvoir parce que vous montez comme ça. Et dire qu'on peut se réaliser en faisant du transversal n'est pas encore comment dire, accepté, disons. Ce n'est pas reconnu. Et puis, nous sommes dans des pays où finalement on a beaucoup plus de pouvoir pour faire les choses de ce qu'on nous donne. Donc la question est comment on peut le prendre. On y reviendra. Duc, je te laisse te présenter et rebondir sur ce que vient de dire Sarah. Je ne veux pas interférer. Merci, parce que donc je viens aussi du milieu business, donc effectivement tout ça me parle beaucoup. Sauf que dans ma petite vie, j'ai plutôt exercé dans une petite structure, une entreprise de services numériques que j'ai fondée, 250 personnes. Et à la tête de laquelle, déjà, j'ai fait l'expérience que être tout en haut, d'abord, on n'a pas tout le pouvoir qu'on imagine, et ensuite, en fait, on n'est pas aussi heureux que ce qu'on imagine, et que cette représentation qu'on a, que c'est mieux d'être en haut, et cette représentation qu'on a, que le pouvoir, c'est le nombre de personnes que j'ai en dessous de moi, et le reste est une anomalie, c'est-à-dire que si j'obéis à quelqu'un qui est en diagonale dans l'organigramme, voire à côté de moi, on dit c'est vrai, ça existe, ces réseaux d'influence existent, mais dans un monde idéal, ils ne devraient pas être là. Et donc on va tout faire pour les éradiquer, puis on va jouer la comédie, peut-être que c'est le mode survie dont parlait Vincent, mais en tout cas on va se mettre un petit peu des œillères, et puis on va tous faire semblant que la pyramide est bien respectée. Alors, en 2012, on a décidé d'arrêter de jouer cette comédie et on a décidé de basculer sur d'accepter en fait ces formes de pouvoir qu'on pourrait plus définir du coup comme de l'influence. C'est-à-dire, voilà, j'ai du pouvoir sur toi si, je sais pas moi, si je prends les spaghettis bolognaises, tu vas les prendre aussi. Plus qu'un pouvoir statutaire de je suis ton chef. Et donc, si je suis ici, c'est un peu pour vous raconter ce qu'on a découvert, en fait, ce qu'on a constaté. J'ai pas de théorie sous-jacente derrière, mais ce qu'on a constaté, d'abord, c'est un retour effectivement à des processus un peu naturels. On pense souvent à une analogie biomimétique de dire, finalement, dans notre organisation, chaque être humain est une cellule qui interagit avec les autres. Et parfois, il y a des interactions qui se font localement, donc des problèmes qui se résolvent ou des opportunités qui se résolvent localement. Puis parfois, ça contamine ou ça touche plus de gens dans l'organisation et la décision est plus collective. Et donc, l'observation qu'on a, c'est que, bien entendu, émergent des personnes plus influentes que d'autres. D'accord ? Donc, on pourrait appeler ça une hiérarchie. Il y a des gens, il y a des ceintures noires, des ceintures marron, des ceintures blanches. Il y a des gens qui ont plus d'influence que d'autres. Mais elle n'est pas pyramidale. Je ne suis pas sous l'influence d'une personne unique. Et constatant cette réémergence de hiérarchie, on a observé effectivement une réémergence de plus de femmes dans toutes les strates, en fait.
Parce qu'avant, on s'enorgueillissait d'avoir 2 femmes à l'Excom, en comptant la DRH, bien sûr, dans une boîte d'informatique. C'était déjà un très bon score. Et donc maintenant, voilà, on ne se donne plus de médailles. Mais maintenant qu'il n'y a plus de médailles, on ne se ment pas non plus. On dit, ouais, non, mais il n'y a plus de médailles, mais il y a quand même des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. Et bien, voilà, je vous témoigne, je suis là pour vous apporter mon témoignage, que les femmes, à ce moment-là, se mettent à émerger. Je peux continuer encore un peu ou... Alors, parce que tu as promis que je parlerai des 5 flux. Oui, alors, oui. J'allais te lancer. Donc, voilà, donc on enlève les médailles, on dit maintenant, plus personne ne commande à quelqu'un d'autre. Mais si, par contre, on s'influence tous les uns les autres. Et comment est-ce qu'on s'influence les uns les autres? Au travers de transactions, je dirais, interhumaines. Alors on connaît très bien les transactions, depuis qu'on a inventé la propriété privée, on connaît très bien les transactions matérielles, on le troque, les échanges, qu'on a ensuite inventé il y a à peu près, je ne sais pas, 10 000 ans, 20 000 ans, quelque chose comme ça. Puis après on a inventé l'argent aussi, donc on connaît bien les transactions financières. Mais à côté de ça, heureusement, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On s'échange aussi des flux que je vais appeler non marchands, que sont les connaissances, la confiance et les émotions. Ça, on ne les a pas inventés. D'ailleurs, même les animaux peuvent échanger ce genre de... Vous voyez, quand le lion s'approche du troupeau de gazelles, il y a un chef du troupeau de gazelles qui a la confiance du troupeau, qui partage cette connaissance sur le lion. Ça crée de la peur, ça leur sauve la vie. Et ces flux non marchands, on les a, au début de l'ère industrielle, éliminés du monde de l'entreprise parce qu'ils sont quand même assez malcommodes. Il faut dire ce qui est. Déjà, ils ne sont pas mesurables. Vous n'avez pas de mètre étalon de la confiance. Vous ne pouvez pas dire j'ai 12,37 de confiance dans mon médecin. Ensuite, ils sont abondants. Ils ne sont pas rares. Je vous partage une connaissance, je ne l'oublie pas. Je n'ai pas besoin d'enlever ma confiance dans quelqu'un pour la donner à quelqu'un d'autre. Or, l'économie, c'est la science de la rareté. Donc, si vous n'avez pas de mesure, vous n'avez pas de science. Si vous avez de l'abondance, vous n'avez pas de rareté. Et donc, et puis, troisième caractéristique, ils sont impermanents. C'est-à-dire que si cette bouteille, elle est là, elle ne bouge pas, je reviens, elle sera toujours là, elle n'aura pas changé. Mais si vous êtes de bonne humeur et que je vous enferme 2 jours dans un garage, normalement, vous n'êtes plus de bonne humeur. Alors, comme tout ça, c'était très mal commode, on a inventé un truc qui s'appelle la vie professionnelle, qu'on a séparé de la vie personnelle, et on a dit, ben voilà, dans le monde de l'entreprise, on ne va pas se faire confiance, on va signer des contrats, on va être professionnel, on ne pleure pas au bureau, on n'aura pas d'émotions, etc. Et on a créé ce système un petit peu de vie avec un masque, de vie professionnelle, où on joue le jeu de la grande machine. Quand Ford est venu derrière en disant tiens, on va utiliser les surplus pour nourrir la vie perso, et ça a déclenché cette spirale consumériste. Et finalement, pour en revenir à notre petite organisation, ce qu'on a dit, c'est nous, on va les assumer, ces flux non marchands. On va les assumer et on va, dans notre organisation, accepter d'interagir les uns avec les autres, avec tous nos flux. Ce qui veut dire que finalement, mon influence sur toi, elle n'est pas hiérarchique, mais elle peut être émotionnelle, par exemple. Elle peut être de ma réputation, elle peut être... Voilà. Alors, peut-être pas de causalité. Non, mais est-ce qu'on peut dire, j'ai une question, et puis les uns et les autres, vous pouvez réagir. J'ai une question, est-ce que tu es en train de nous décrire la féminisation du pouvoir ? Ou la modification de l'exercice du pouvoir par le féminin? Est-ce que c'est une forme féminine? Ou ça t'agace, la question? Oui, disons que... Tu m'as dit, en préparant, sur le sujet du féminin et pouvoir, tu m'as dit c'est un sujet brûlant. J'aimerais que tu réagisses. C'est pour ça que je pose la question. Alors, la féminisation du pouvoir, c'est en fait une... Si on reprend le pouvoir si on rajoute les 3 flux non marchands dans nos relations humaines, on constate que le pouvoir se reféminise, ou plutôt que les équilibres se refont dans les jeux de pouvoir entre hommes et femmes. La réflexion sur le sujet brûlant, Vincent en a déjà parlé, a déjà touché le sujet, c'est que très très vite, les gens basculent de féminin à femme, et là, le terrain devient glissant, les gens perdent leur contrôle. Ça fait réagir Charlotte. Ça fait réagir Charlotte.
Tu avais fini. Sur la question brûlante, et on en parlait un peu avant, la question c'est qu'il ne s'agit pas de pointer des gens, dire ah toi t'es pas bien, toi t'es bien, c'est que c'est systémique. Et donc c'est inconscient, et donc c'est un système, tant qu'on ne regarde pas autrement, ça marche comme ça. Et donc on va trouver plein d'arguments, plein de choses pour dire ah ben oui c'est comme ça. Et c'est inconscient, il y a des gens plein de bonne volonté qui continuent à reproduire. Et je vous donne un exemple, j'ai pas de page Wikipédia. Personnellement, c'est pas très grave, sauf que techniquement, j'ai quand même beaucoup d'articles de presse sur cette campagne présidentielle. Mon problème, c'est pas tant de ne pas avoir de page Wikipédia, c'est que un autre participant de la primaire.org, lui, en a une. Et globalement, il a plutôt eu moins d'articles de presse, mais c'est un homme. Et je ne peux pas m'empêcher, sauf à me prouver le contraire, de penser que il est plus légitime que moi parce que c'est un homme. Et c'est pas de sa faute, c'est pas la faute des gens, c'est juste que c'est systémique, que on va saluer d'abord les hommes. Et moi, j'ai un directeur de santé publique, et quand on va avoir des partenaires, systématiquement, on le salue. Je ne vais pas attaquer les gens. Moi, j'ai plein de rendez-vous, j'ai plein de réunions nationales, parce que je préside un réseau d'élus, où on va avoir des remarques sexistes. Je vais dire, en fait, non. En fait, non, on va pas, voilà, je vous propose qu'on n'ait pas ces remarques sexistes-là, parce que c'est sexiste, je me sens blessée, et donc on va passer à autre chose. Et comme ça se passe comme ça, comme en plus je suis élue, avant j'étais une chieuse, maintenant je suis élue, donc on ne peut plus me dire vous êtes chiante. Et en fait ça change, mais de façon très bienveillante, ça change la posture. Mais parce que j'attaque pas les gens, parce qu'on attaque le système. Et c'est là où, je ne sais même pas si c'est féminin ou masculin, c'est juste que l'image du pouvoir, comme tu le disais, l'image est masculine et donc on contribue à reproduire. Donc comment on parle de système et on ne parle pas de gens, et justement on arrête de s'opposer. Là, effectivement, j'ai envie de rebondir sur ce que partage Charlotte, parce qu'effectivement, si on va creuser un petit plus en profondeur, on est en train de parler d'archétypes, en fait. Et sur les archétypes, l'archétype féminin, c'est vrai qu'il n'est pas lié à l'action, et l'archétype masculin est lié à l'action. Il est lié donc à l'archétype plutôt du guerrier chez l'homme. Mais un guerrier qui n'est pas dans son féminin, il va être barbare. Un féminin qui n'est pas dans son masculin va être évaporé, il va être dilué. Donc de nouveau, je crois qu'on a vraiment un vrai travail de fond, chacune à faire sur nos croyances. Et à partir du moment où, par exemple, je nais homme, je nais dans un corps d'homme, je rentre dans un égrégore. Un égrégore, c'est une forme d'énergie qui est d'être homme, j'endosse un inconscient collectif qui est un homme c'est comme ça, c'est bleu, ça pleure pas, ceci, cela. Et j'ai des croyances qui sont installées de par cet inconscient collectif. Et tout le travail, ça va être de retravailler ça et de sortir de ces égrégores, de sortir de ces masses pensées et de recréer quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec les lois du vivant. Parce que là, on est en accord avec les lois des hommes qui ne sont pas les lois du vivant. Et les lois des hommes, généralement, elles sont là simplement pour réglementer le fait que nous sommes déconnectés des lois du vivant. Sinon, nous aurions juste besoin de quelques règles pour nous entendre ensemble. Donc, je crois qu'on a vraiment un travail individuel à faire déjà sur les croyances qu'on a. Et même en faisant tout ce travail, il en subsiste. Je veux dire que moi, j'ai toujours des choses qui traînent dans les souterrains. C'est comme du chien-dent, il suffit d'un petit bout et ça repousse. Sur une femme, c'est comme ci, un homme, c'est comme ça. Et c'est tout un travail en profondeur vraiment que nous pouvons faire. Là, c'est le vrai pouvoir que je peux avoir dans la société, c'est de travailler sur ce que je peux déjà travailler sur ma parcelle d'humanité. On y reviendra en conclusion effectivement de cette table ronde et ce qu'on peut donner au public comme bonne pratique ou comme axe de responsabilisation. Et Pascal, moi, j'aurais pu rebondir sur tout ce qu'ont dit mes voisins. Ouais. Dans nature, il y a un préfixe commun avec naître. Et en fait, nature, nachere, naître. Et c'est vrai que renouer avec le vivant, renouer avec la nature, mais de façon délibérée, assumée, et non pas en vertu d'une représentation qu'on nous a collée, encore une fois. Eh bien, ça permet de renouer avec une part de liberté, de sauvage, sans tomber dans les archétypes. Je voudrais les citer parce qu'ils sont en pleine résurgence aujourd'hui. Et pour chacun d'eux, on pourrait discuter ce qu'on pourra peut-être faire pour le débat, parce que je ne vais pas faire toute seule. C'est la sorcière avec sa liberté, sa sexualité débridée, alors qu'en fait, c'était des guérisseuses dans les villages, et non pas un archétype au service du développement personnel. La fée,
qui me plaît un peu plus, parce que c'est la gardienne des seuils, la gardienne entre deux mondes. Et ne veut-on pas tous aujourd'hui passer d'un monde à un autre? Il y a aussi dans la femme celte plein d'archétypes, chez les Amérindiens plein d'archétypes. La femme celte était une femme de pouvoir, qui choisissait ses époux, qui pouvait divorcer, etc. Mais ça pourra peut-être faire l'objet de discussions, effectivement, pourquoi ces archétypes aujourd'hui renaissent. Et ils sont souvent liés d'ailleurs avec un lien à la nature et au vivant. Mais ce que je voulais dire par rapport à votre discussion de tout à l'heure, c'est qu'effectivement, système, moi je pense à valeur. Lorsque l'on va explorer les liens de ces femmes qui étaient invisibles avec la nature, la façon dont elles ont expérimenté le soin, le jardin, l'alimentation, l'hygiène, etc. Il y a 3 valeurs qui m'ont sauté aux yeux, en fait. Ces valeurs, elles ne sont ni féminines, ni masculines, ni femmes, ni hommes, mais elles sont liées à l'expérience de femmes qui ont été au contact avec ce vivant. Ces 3 valeurs sont le care, donc le souci de soi, le fait de prêter attention à, et ça n'est pas une valeur mineure, moquée, risible. Effectivement, ce n'est pas très commercial, ce n'est pas très reconnu, mais c'est une valeur qui est très forte et dont on pourrait peut-être s'inspirer aussi. La seconde valeur, c'est le sens de l'interdépendance. J'ai parlé avec des femmes du monde entier pour mon livre Sœurs en écologie, en Afrique, en Asie, partout, et même si je pense que la femme est une notion contextuelle, temporelle, historique, et non pas une notion comme ça éthérée, ces valeurs-là reviennent dans la bouche de toutes ces femmes, qu'elles soient jeunes, plus âgées, en Asie, en Afrique. Le sens de l'interdépendance revient dans leur bouche, revient dans leurs écrits, revient dans les travaux d'Elinor Ostrom, revient dans la théorie des biens communs aussi, revient dans le biomimétisme, revient en fait dans les travaux de toutes ces femmes qui innovent aujourd'hui et qui vont de l'avant à partir de ces valeurs. Et la troisième valeur, c'est le sens du temps long. Et le sens du temps long et cyclique, quelque chose qui donne droit à des nouveaux droits, comme l'écocide, qui considère que les destructions de la nature sont une atteinte envers les générations futures, ou la déclaration des droits de l'homme et de l'environnement, des déclarations de droits de l'humanité, portée par Corinne Lepage. C'est des visions de droits qui intègrent un sens du temps long, qui va complètement à l'encontre du court-termisme et de la compétition, non pas des hommes, mais de la société dans laquelle on vit. Et ces 3, le care, le sens de l'interdépendance et la vision du temps long, sont non pas des visions féminines, mais des visions qui ont été portées par les femmes, voilà, au travers de l'expérience du vivant, qui serait peut-être intéressant. Duc, tu veux rebondir à ça? Parce que c'est une façon de décrire un peu l'organisation du futur, ou Sarah peut-être. Mais c'est intéressant parce que si je ramène ça à quelque chose de beaucoup plus concret, évidemment, le care, c'est ce qu'ils nous ont souvent renvoyé comme quelque chose de négatif. En entreprise, dans toutes les théories de leadership des années 90, ce que j'appelle la leadership de la testostérone, et les hommes ils sont pour rien, c'est juste qu'ils étaient là et l'ont porté, c'était you have to take charge. Et donc cette idée de force, la croyance qu'il faut être fort, puissant, et on disait, ben oui, mais les femmes, she doesn't take charge, she takes care, comme si c'était mineur. Et en fait, on a mis du temps à réaliser que finalement, le vrai leadership, c'est taking care. C'était même pas la question de dire comment les femmes, ils ont essayé pendant un moment de nous expliquer qu'il fallait qu'on développe plus notre masculinité. J'avais un patron qui me disait non, mais quand vous serez des bonhommes comme les autres, ça ira bien. Et en fait, c'est peut-être dans l'autre sens, c'est-à-dire intégrer plus ces valeurs féminines. Et je trouve que sur la question des archétypes, parce qu'on voit quand on est en entreprise et les croyances, c'est que moi, j'ai recevais beaucoup de jeunes femmes. Je parle des femmes parce qu'il y en avait beaucoup et elles avaient du mal à se projeter. Et je les recevais parce que j'étais RH ou parce que j'étais à des postes visibles. Donc, ils se disaient, tiens, on va discuter de notre cas. Et à chaque fois, elles me disaient la même chose. Elles me disaient, moi, je ne veux pas aller plus haut. Déjà plus haut. Et quand je leur disais pourquoi, elles me décrivaient tout ce système de croyances dans lequel elles avaient grandi. Elles me disaient, mais moi, moi je ne vais pas aller tuer les gens, je pousse-toi de là, je prends ta place, moi j'ai besoin de travailler avec les autres, je ne veux pas y arriver toute seule, mais moi je ne suis pas ambitieuse, moi, je suis pas... Et il y avait toute une liste de croyances récurrentes qui revenaient avec cette idée. Et quand je leur disais, mais moi je n'ai pas fait tout ça, alors elle me disait, mais toi, tu es atypique. Et c'est pour ça que je disais à Delphine, j'ai un programme pour accompagner des femmes qui s'appelle les rencontres atypiques. Parce que je me suis dit, peut-être c'était ma solution et peut-être c'est une partie de... Il faut que j'arrive à me dire comment je peux
porter vers des jeunes femmes des représentations du pouvoir féminin qui ne soient pas celles qu'elles voient. Et donc, comment je peux le faire? En trouvant des femmes qui exercent le pouvoir différemment et qui peuvent témoigner de comment elles le font. L'importance des rôles modèles, justement, pour déconstruire un peu. Charlotte, tu veux réagir ou... Non, c'est bon. Ben voilà, Luc. Je voudrais juste souligner qu'il y a deux objectifs qui ne sont pas incompatibles quand Vincent parle de... Enfin, il n'y a pas que lui d'ailleurs, mais qui a parlé d'archétype et du fait qu'en nous-mêmes, hommes ou femmes, on a tous une part féminine et une part masculine. Et qu'on doit bien entendu arriver à se retrouver soi-même et à assumer les deux. C'est un travail intérieur pour chacun, mais ce qui est vrai aussi, et quand tu dis les hommes n'y sont pour rien, c'est quand même les hommes qui l'ont fait, le système dans lequel on vit, et donc peut-être moi je peux dire je suis pour rien parce que je suis arrivé après, mais je suis très sensible à ce que dit Charlotte quand elle dit ouais, non, mais est-ce qu'on n'a pas un système qui favorise le masculin? Et si, même si on a tous une part des deux entre nous, en moyenne les hommes ils ont quand même un peu plus de masculinité que les femmes, alors le système de par sa conception favorisera les hommes. Prenez l'exemple classique de la cuisine, où la majorité des femmes font la cuisine, mais dès qu'il y a des médailles gagnées et qu'il faut être numéro 1 et que c'est la course et que vous allez dans le guide Michelin, vous retrouvez des hommes. Je pense qu'il y avait des compétitions. Si je peux me permettre, quand je dis les hommes, ils sont pour rien, c'est que historiquement, vu ce qu'il disait Pascal, je veux dire, il y a tout un système qui remonte il y a très très longtemps qui fait qu'ils ont construit le système du pouvoir et qu'à un moment donné, effectivement, ils ont été responsables. Quand j'ai dit ils sont pour rien, c'est 2 points. Un, c'est que je trouve que moi, quand je me définis féministe, je dis si féministe veut dire être pour quelque chose, pour l'égalité, pour les droits, pour... Évidemment, si c'est être contre en disant maintenant c'est la revanche, donc c'est notre place, je ne le suis pas. Donc c'est dans ce sens-là, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser non plus les hommes, parce que moi je connais beaucoup d'hommes, et on revient au féminin masculin qui dépasse femmes et hommes, qui me disent mais moi dans ce système-là, je ne m'épanouis pas non plus. Ils sont contre. Et parfois ils ont la double peine, si je peux être un petit peu... pour les hommes, là, ils ont la double peine parce qu'ils disent, nous, on a baigné tellement d'un système qu'on est presque contraint de jouer le jeu. Parce qu'ils me disent, quand toi, tu te lèves et tu dis, moi, je ne suis pas d'accord, etc., ils se disent, oui, il est bizarre, c'est une femme, moi, je ne peux pas me permettre, donc je dois garder cette armure. Après, il y en a qui choisissent autre chose, on est nos choix. Mais je dis juste que parfois, je trouve qu'il faut un peu nuancer et pas être à charge. Une intervention de Charlotte et ensuite on fera un dernier tour. Vraiment dans ce qu'on dit, en fait on est dans un système perdant-perdant. C'est-à-dire les hommes sont aussi coltinés dans un rôle qui a des conséquences négatives. Alors, certes, ça a des conséquences positives en termes de pouvoir d'achat, en termes de représentation, en termes de sécurité intérieure. Mais si on regarde sur la santé, là au niveau européen, l'Organisation mondiale de la santé lance une enquête spécifique sur la santé des hommes parce que comme il faut être fort, il faut être costaud, etc., on prend moins soin de soi-même. Donc il y a des conséquences négatives des deux côtés. Pour les femmes, je ne refais pas le débat parce qu'on les connaît, on en a beaucoup parlé, et changer de regard, c'est gagnant-gagnant. Et ça, c'est vraiment formidable de se dire qu'au fond, quand on change de système, et les entreprises qui le font, les entreprises qui changent les modes de relation au pouvoir et les parités, elles ont des choses extrêmement positives. Politiquement, quand on fait un budget participatif dans une ville, au départ, il y a des élus qui sont super contre, qui disent « Oh là 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 là, mais attends, faut... » Et après, ils disent « Mais attends, c'est génial, en fait, ce truc. En fait, c'est top, mais il faut lâcher du pouvoir pour accepter de le donner à l'autre. » Et toute cette démarche-là, vous savez, c'est quand on tire une corde, et donc il faut bien qu'il y ait un endroit où ça lâche pour que l'autre puisse récupérer et qu'on puisse rééquilibrer. Parce que si un lâche d'un coup, tout se pète la gueule, enfin, c'est compliqué. Mais il y a une vraie question de se donner la liberté, de dire, au fond, moi je me considère comme écoféministe et je pourrais me considérer comme masculiniste si le mot n'avait pas été repris par des mouvements sur lesquels je ne me reconnais pas. On peut avoir du courage politique sans être une virago. C'est-à-dire comment on reprend, on se réapproprie tous ces mots qui ont été un peu spoliés. Et là, c'est effectivement une démarche intérieure, mais c'est aussi une démarche collective. Comment ensemble on porte un plaidoyer ensemble? Comment on porte un plaidoyer hommes et femmes ensemble pour dire, mais attends,
ce système il marche pas. Donc comment on trouve quelque chose qui marche? Et c'est pas contre toi, c'est juste qu'on arrête parce que là c'est pas bon pour personne. Du coup, ça donne du sens, non? Ça donne du sens. Ça donne du sens, mais ça donne du sens collectif. Ça donne pas du sens individuel de je vais être en haut de la pyramide. Ça donne du sens que en fait les gens sont fiers quand ils ont fait les choses autrement. En fait, ils sont super fiers. Il faut donner la possibilité, y compris à ceux qui sont des tenants du pouvoir, d'être fiers autrement. Il y a, je ne vais pas le citer, mais un ancien ministre que je vois souvent en réunion, et aujourd'hui, il est très fier de dire, on a eu quelques petits échanges un peu costauds dans les premières réunions. Aujourd'hui, il dit, ah, non, je ne vais pas dire ça parce que Charlotte Marchandise, elle ne va pas être contente. Mais il est fier de ça. Il reconnaît, c'est un vieux monsieur, il reconnaît que ça a changé et que... Voilà, il dit, bon, je m'adapte à mon temps. Et c'est chouette parce que tout le monde y gagne. Et c'est vraiment comment on est dans du courage, on n'est pas dans du consensus mou, mais on est dans du positif. J'avais juste envie de rebondir sur cette notion masculin-féminin, homme-femme. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes tous victimes d'un passé. Autant les femmes que les hommes, nous sommes victimes. Nous, hommes, aujourd'hui, nous sommes victimes de ce que nos prédécesseurs hommes ont infligé aux femmes. Et je crois vraiment que pour pouvoir faire une étape d'évolution, je crois qu'une étape importante, c'est que les hommes, incarnés hommes, fassent un travail de reconnaissance de ce qui a été infligé au féminin au travers de la femme dans le monde, dans la société, y compris et bien sûr dans le monde du travail, mais que nous fassions vraiment un vrai travail de réparation, c'est-à-dire de dire à quel point nous sommes, en tant qu'hommes, désolés de ce qui a été infligé aux femmes, au féminin, et que voilà, nous aimerions pouvoir contribuer à une résolution de ça, en tout cas à une évolution. Et pour moi, l'évolution, elle va venir du fait de soigner le féminin blessé dans la société. C'est quelque chose que je rencontre souvent dans mes accompagnements d'entreprise ou dans les séminaires que j'accompagne, c'est cette notion du féminin blessé. Et je crois vraiment que le féminin blessé, il peut être réparé au contact d'un masculin non prédateur. Et un masculin non prédateur, c'est un masculin c'est un homme qui aura intégré complètement son masculin et son féminin, qui ne sera pas dans la prédation, qui ne sera pas dans l'objet de proie, etc. Et qui va pouvoir offrir un masculin sain, un masculin vraiment en bonne santé, qui va permettre peut-être aux femmes d'avoir enfin une reconnaissance de victime, parce que je crois que le féminin a vraiment besoin de cette reconnaissance de victime, non pas pour s'y installer, mais pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir donner au féminin et aux femmes la possibilité de rentrer en responsabilité et pour pouvoir permettre aux femmes de rentrer vraiment dans le fait d'assumer complètement votre puissance. Je crois qu'aussi, il y a pas mal de difficultés qui viennent du fait que les femmes n'assument pas le vrai pouvoir qu'elles ont, qui est un pouvoir particulier, qui est un pouvoir sur la vie. Et tant que cette puissance-là et ce pouvoir n'est pas totalement assumé, ça va créer du désordre autour, y compris au niveau du masculin. Donc, en tant que masculin incarné homme, je demande aux dames vraiment d'assumer vraiment leur puissance. Pas leur toute-puissance, mais vraiment leur puissance. Ça, bravo. Ouais. C'est presque une conclusion de cette table ronde, mais on n'y est pas encore. Merci, merci Vincent. Ça me semble être un beau message et un beau cadeau au public, justement, dont je parlais tout à l'heure, avant de passer à la séance de questions. Mais je vous laisse à chacun et chacune 30 secondes à peine pour... Bon, Pascal, 45 secondes pour offrir ce cadeau. Voilà. Quel cadeau as-tu envie d'offrir au public en guise de conclusion avant la séance des questions? Alors, 3 petites pépites. Carole Gilligan, qui a théorisé le care dans une voix différente, m'a bien dit et répété qu'en fait, le care, c'est-à-dire s'autoriser les émotions et s'autoriser à prendre soin, est un enjeu pour l'humanité. C'est un enjeu d'amour, d'empathie pour l'humanité, à même de guérir la Terre. Et les hommes, c'est un enjeu démocratique, sans doute un saut civilisationnel, si je te rejoins. Le deuxième petit point, c'est qu'il y a un lieu où les lieux du pouvoir ont changé, on a bien compris, horizontal, liquide, etc. Il y a un lieu où les femmes se sentent puissantes et où elles sont en train, moi je l'ai observé, de se rassembler, c'est la sororité.
Il y a des réseaux, en fait, de femmes. Sœurs, à l'origine, ça veut dire celles qui passaient d'un clan à un autre, souvent parce qu'elles étaient vendues par leurs frères d'ailleurs. Mais en tout cas, SVE, l'origine de sororité, selon Émile Benveniste, ça marque l'entrée dans un mot-clé qui est l'altérité, pour nous, parce que, et en même temps dans la sororité, parce qu'elles avaient le droit d'aller d'un clan, c'est les seules qui avaient le droit d'aller d'un clan à un autre. Donc c'est cette racine-là, et la sororité des femmes pour le climat, pour leurs droits. Il y a des réseaux très très puissants qui luttent à la fois pour les droits des femmes et pour la guérison de la terre et la destruction contre les luttes écologiques. Et ça me paraît justement des lieux où les femmes reconnaissent leur puissance. Et puis je vais faire un petit cadeau à Charlotte, parce que mon dernier petit, et à tout le monde, c'est que mon dernier petit point, c'est que par rapport aux lieux et aux formes du pouvoir qui ont changé, il y en a un qui revient, qui est revenu ce matin, je crois, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir à l'intérieur de soi, c'est-à-dire le pouvoir qui revient. Je crois que vous en avez beaucoup parlé ce matin. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Sarah Hawke, qui, elle, écoféministe, qui a écrit un petit texte. Et je pense que ça t'a, et d'après ce que tu me disais, ça t'a beaucoup inspiré, Charlotte, qui est en fait le pouvoir du dedans. Bon, voilà, elle appelle ça comme ça. Et je vais vous lire, je peux lire 3 lignes? Oui. Ouais. Alors, dans Rêver l'obscur, elle écrit « Quand nous plantons, quand nous tissons, quand nous écrivons, quand nous enfantons, quand nous organisons, quand nous soignons, quand nous courons à travers le parc, dans la brume exhalée par les séquoias, quand nous faisons ce que nous avons peur de faire, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes du monde et les uns avec les autres, et notre pouvoir du dedans est grand, même s'il n'est pas invincible. Si nous pouvons être blessés, nous pouvons soigner. Si chacun de nous peut être détruit, en nous, il y a le pouvoir du renouveau. Et il est encore temps de choisir ce pouvoir-là. Le cadeau, Vincent, tu l'as fait déjà, mais... Je l'ai fait. J'ai juste envie de vous citer une petite phrase de mon amie Christiane Singer qui disait « Il existe un espace en nous que rien ne peut menacer, que rien ne menace et qui n'encourt aucun risque de destruction. C'est l'espace de l'amour qui a fondé notre être. » Alors je vous invite simplement à plonger en vous, à rejoindre votre être qui lui est immuable et bien au-delà, avant d'endosser un corps d'homme ou un corps de femme, nous sommes avant tout un être humain. Je n'ai pas de grandes citations tout de suite. Effectivement, le livre de Sarah Hawke m'a permis de changer de regard sur le pouvoir. Et s'il y avait un premier message, c'était changeons de regard sur le politique, parce qu'au fond, c'est bien en laissant la politique aux politiciens qu'on s'en détourne et qu'il y a un vrai drame démocratique et que tant qu'on ne reprend pas ce pouvoir pour agir, on subira. Et dans la vie, subir, c'est ce qui nous affecte le plus. L'impression de subir, c'est le contraire du pouvoir d'agir. Et je pense vraiment qu'en 2020, il y aura énormément de gens qui vont réclamer ce pouvoir au niveau municipal, en dehors de mouvements structurés, hiérarchiques, pyramidaux, mais bien dans des choses complètement différentes, avec pas forcément un leader suprême et quelqu'un qui est au-dessus, ou des têtes de liste, mais avec des élections sans candidat et avec des nouvelles manières de faire, et inspiré de l'entreprise. Et moi, je porte vraiment aussi cette question de dire, on n'est pas en opposé. Si j'étais dans le monde associatif, c'est ce que j'ai cité, j'ai aussi été en entreprise. Enfin, et il faut des sœurs, il faut des frères qui passent du monde politique et puis qui reviennent dans le monde, et puis des gens qui sont dans la vie de tous les jours et qui passent aux politiques, qui viennent transmettre quelque chose et qui repartent. Parce que, voilà, c'est infernal d'avoir toujours les mêmes encore et encore. Et le dernier message, c'est vraiment comment faisons-nous alliance? Comment faisons-nous alliance? Comment sommes-nous solidaires? Comment, à chaque fois qu'il y a une prise de pouvoir, à chaque fois que quelqu'un domine, nous pouvons parler. Et hier, on me racontait quelque chose de terrible. Pendant une habilitation à diriger les thèses, une jeune femme de 38 ans a été complètement paternalisée, je ne sais pas si le mot existe, par le directeur du jury qui lui dit « ma petite Magdalena », qui n'a posé aucune question sur la façon dont elle travaillait avec ses doctorants, mais il lui a parlé de ses enfants et de son mari. Et la salle était outrée, mais personne n'a parlé. Et le problème, c'est pas d'être outré, c'est de cliquer, je suis pas content, c'est comment on parle et comment on parle ensemble, parce que c'est la seule façon dont on récupérera la liberté, c'est de parler. Et ça commence à venir. Les femmes ont parlé, les hommes commencent à parler avec les femmes, il faut qu'on parle ensemble. Merci, Charlotte. Alors,
Une anecdote, quand j'avais 37 ans, on m'a promu, donc je suis rentrée au comité exécutif d'un groupe du CAC 40 et mon patron m'a dit, bon, bah, prépare-toi parce que ça va pas être agréable, il y en a qui diront que tu es là parce que tu es une femme. Et je lui ai répondu, bah, écoute, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, il y aura au moins une raison évidente, ce qui n'est pas certain pour tous mes collègues. Donc, mon message, ça c'est un petit joke, mais mon message est prenez le pouvoir, osez, parce que c'est en prenant le pouvoir et en l'exerçant différemment qu'on va faire avancer les choses. Luc, avant les questions. Moi, j'ai déjà pris pas mal de temps de parole pour parler des flux non marchands et mon invitation pour se reconnecter à votre être et à avoir une vie pleine et entière, c'est de se réaligner au quotidien. Donc, en particulier, le sujet, c'est bien entendu dans le milieu professionnel, avec ces flux non marchands qui, émotions, connaissances et confiance, sont très subjectifs. De par leur subjectivité, on se met en vulnérabilité quand on les expose, on prend le risque qu'on se moque de soi, donc c'est pas facile, mais c'est humain, c'est vrai, et essayez un petit peu, puis peut-être que la première fois ce sera pas très agréable, mais je vous invite à continuer d'essayer puisqu'on n'a qu'une seule vie de toute façon. Absolument, et je pense qu'on peut conclure en disant que votre message à chacun, finalement, c'est d'entrer en responsabilité, que chacun d'entre nous entre en responsabilité sur ce sujet. Merci. Est-ce qu'on a quelques minutes pour les questions à la salle? Oui. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Alors là, j'ai plein de bras levés. Oui. Bonjour, je m'intéresse à l'entrepreneuriat au féminin. Quelles sont les raisons pour lesquelles, selon vous, il y a beaucoup moins de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs? Et que pourrait-on faire pour inciter l'entrepreneuriat au féminin, s'il vous plaît? Vous posez la question à quelqu'un en particulier ou lequel d'entre vous veut répondre? Peu importe. Qui a envie de répondre? Sarah? Je sais pas. Comment d'une part, donner suffisamment de visibilité aux entrepreneuses femmes, parce qu'il y en a plein, sauf qu'elles sont moins visibles. Et comment faire acte de sororité, et de sororité au sens large, en relayant, les conseillères de Barack Obama disaient que souvent, en tant que femmes, elles étaient moins écoutées. Et donc, elles faisaient le haut-parleur. Donc, si Pascal disait quelque chose, les autres femmes allaient dire « comme l'a dit Pascal, je reviens, comme l'a dit Pascal, comme l'a dit Pascal ». C'est-à-dire de faire vivre, parce qu'effectivement, elles sont... C'est pas seulement qu'elles n'existent moins, c'est qu'elles sont moins visibles. Et donc, il faut les relayer, il faut tweeter, il faut se servir des réseaux sociaux pour donner des exemples et donner des modèles inspirants comme tu le fais. Il faut vraiment se connecter. Il y a des réseaux de femmes entrepreneuses, il y a des façons de se faire aider, effectivement se rendre visible et puis avoir accès en fait, à des ressources de soutien. Et il y a plein d'endroits où le faire. Moi, j'aimerais ajouter que moi, mon secteur de prédilection, c'est le long terme. Et peut-être que là où on pourrait agir, c'est sur l'éducation, c'est d'arrêter d'éduquer les petites filles et les petits garçons différemment. Et je rêverais que l'éducation soit un mot qui disparaisse de notre société, qui soit remplacé par accompagner des êtres à s'incarner. Merci. J'ai une question au premier rang. Alors, bonjour à tous et à toutes. Elisabeth Moreno. Solène m'a fait l'honneur de m'inviter à cette conférence et j'aurais aimé pouvoir partager avec vous. Je voudrais véritablement vous remercier parce que je n'ai entendu que 15 minutes de votre intervention, mais c'est beaucoup d'énergie et d'enthousiasme que vous partagez là. Et j'étais en train de réfléchir, Solène me disait, est-ce que tu peux juste partager avec nous ton expérience de l'entrepreneuriat? Moi, je dirige la filiale de Lenovo France, qui est l'un des leaders du marché informatique. Je me tourne. Je vais m'asseoir là. Voilà, sur scène. Allez. Merci. Donc, je vais faire une intervention très courte, mais je voudrais vous partager une expérience personnelle parce que je pense qu'on ne parle bien que des sujets qu'on connaît et qu'on a vécu ou qu'on a vu des gens proches vivre.
Moi, je suis née dans un petit archipel de l'Afrique subsaharienne, dans laquelle, lorsque les futures mamans attendaient un enfant et qu'elles annonçaient qu'elles attendaient un garçon, on lui disait « Bravo, tu attends de l'or ». Et quand elle attendait une fille, on lui disait « Bravo, elle t'aidera dans les travaux ménagers ». Donc, je suis très habituée à ces problématiques de pouvoir homme-femme, ou plutôt pas tellement habituée que ça, parce que finalement, la question ne se posait pas pour moi. Je n'avais pas, ou alors j'avais toujours la deuxième place, et c'était profondément ancré en moi. Et dans ce petit archipel relativement pauvre, les hommes quittaient l'archipel très très vite pour aller chercher de quoi nourrir leur famille. Et devinez quoi, quand les hommes partaient, ce sont les femmes qui éduquaient les enfants, ce sont les femmes qui bricolaient, ce sont les femmes qui tenaient l'économie, ce sont les femmes qui faisaient la politique. Et étrangement, lorsque les hommes revenaient, tout d'un coup, on leur redonnait le pouvoir, comme si c'était quelque chose de naturel et de spontané, et que tout ce qu'on avait su faire avant qu'ils ne partent, ou pendant qu'ils étaient partis, tout d'un coup on perdait ça. Et on leur donnait avec joie et plaisir. Moi j'ai ces souvenirs-là, à chaque fois qu'un homme revenait, la femme, même la femme la plus puissante du village, lui redonnait les clés et elle se mettait en retrait. Et puis lorsque je suis arrivée en France, dans ce pays de liberté, d'égalité et de fraternité, où la place de la femme est évidente, parce que c'est un pays développé, parce que c'est un pays éduqué, on est en 2018 et on parle encore du rôle de la femme dans la société. Et je me dis que, vous savez, mesdames et messieurs, ce fameux plafond de verre qui est souvent au-dessus de nos têtes, je pense que bien souvent, il est d'abord dans nos têtes. Et je crois profondément que tout autant que nous sommes ici, et les messieurs qui sont intervenus là l'ont aussi prouvé, nous savons combien nous sommes intelligentes, nous savons combien nous sommes capables, nous savons combien nous sommes battantes, nous savons combien nous sommes combattantes. Les femmes sont des louves lorsqu'il s'agit de défendre leur progéniture, lorsqu'il s'agit de défendre leur famille, leurs valeurs. Et je crois que plutôt que d'attendre désespérément, oui, quelqu'un a dit tout à l'heure, nous n'avons qu'une vie. Non, on a autant de vies qu'on le désire. Et on peut être dans une situation où finalement on part de très très peu de choses et décider que cette vie-là ne nous convient pas. Et il ne faut pas rêver, il ne faut pas espérer que les hommes aujourd'hui qui ont les pleins pouvoirs, il ne faut pas espérer que simplement en leur disant « sois sympa, donne-moi un peu », il ne faut pas espérer que ça se passe de cette manière-là. Je ne suis absolument pas dans la combativité. Je pense qu'il y a de la place dans cette société, d'autant plus qu'elle est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile, de plus en plus compétitive. Et nous avons besoin des forces féminines. Nous avons besoin des forces féminines. Si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est qu'il y a bien une raison. Alors pourquoi en laisser un en retrait? Donc il ne s'agit pas que la femme prenne plus le pouvoir que l'homme, il s'agit simplement de se dire qu'aujourd'hui, dans ces moments de difficulté, on a plus que jamais besoin des forces féminines et des forces masculines, et que vous déciderez d'être ce que vous voulez, et que vous déciderez de prendre la place que vous souhaitez dans la société, et que vous déciderez de vivre la vie que vous voulez vivre autant de fois que vous le souhaiterez. Voilà, merci. Merci beaucoup. A-t-on le temps encore pour quelques questions? Solène? Non? Une dernière peut-être? Un bras levé là-bas? Bonjour, Isabelle Delannoy. En fait, j'ai un tout petit souci de définition, et du coup, j'ai un peu peur que ma question soit longue. C'est qu'est-ce que vous entendez chacun par l'archétype féminin et l'archétype masculin? Parce qu'on en parle souvent. Pascal, tu dis que le care n'en fait pas partie. J'en entends d'autres. Finalement, j'ai l'impression que le care en fait partie. Et j'aurais vraiment besoin peut-être, mais on n'a peut-être plus le temps, chacun s'exprime sur sa vision de cet archétype féminin-masculin, sur lequel moi j'ai beaucoup d'interrogations, de définitions. Alors, chacun, ça sera peut-être un peu long.
On délègue Vincent. Je peux peut-être essayer de hyper résumer, ça va être très résumé, très caricatural, mais c'est aussi une question d'éléments. En fait, le féminin pour moi est plus lié à l'élément eau. L'eau, c'est plus voilà, l'archétype amant, amante, le cœur, la sensibilité, l'ouverture, la rondeur, voilà, qu'on a étiqueté sur les femmes. Et le masculin est plus lié au feu, l'élément feu, qui va être plus dans l'action, la mise en pratique de l'énergie, voilà, ça va être plus carré. Voilà. C'est hyper caricaturé, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, moi aussi, Elisabeth, je suis obligée de... Si pour moi le care peut faire partie des archétypes, c'est ce que je pense, en tout cas par exemple celui de la guérisseuse, de la sorcière, ça en fait clairement partie. Moi je me référais au livre de Jean Marcal, La femme celte, qui est un pavé que tu connais. Et pour lui, il y a plusieurs archétypes. Il y a la fée, il y a la reine, il y a la femme engloutie, donc il y a la sorcière. Et à chaque fois, ces archétypes sont construits sur la base de mythes, de contes, de récits, de littérature. Et c'est comme ça que ces archétypes-là, il les transmet. Mais effectivement, on pourra en parler longtemps. Je crois que nous devons rendre la scène et le micro. Merci infiniment pour votre écoute, votre présence, vos questions, vos réactions. Merci à tous, Pascal, Vincent, Charlotte, Sarah, Duc et Elisabeth. Je vous invite à quitter le plateau et je laisse la place à Solène. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi.